En direct des coulisses de Brave, retrouvons Marie-Josée Gagnon en compagnie de son invité. Nous sommes le 7 octobre 2025 et je reçois Louise Roy, la toute première femme à avoir dirigé la Société de transport de Montréal. Une pionnière, une leader profondément humaine. Au cours de sa carrière, Louise a dirigé, transformé, gouverné dans les affaires, l'académique et le culturel. Et toujours, elle a été en avance sur son époque. Aujourd'hui encore, elle continue de nous montrer le chemin. Bonne écoute. Bonsoir, Louise. Bonsoir, Marie-Josée. Hey, merci tellement d'avoir accepté mon invitation. C'est un immense privilège pour moi de te recevoir. Ça fait des années, en fait des décennies que je te vois aller. Et je dois dire que j'ai une profonde admiration pour toi. Donc, c'est comme une idole que je reçois ce soir. Oui. Ben moi, je te remercie parce que c'est... d'abord, je revois ici des gens que je connais et ça me fait vraiment très, très plaisir. Et puis, toi-même, t'es une entrepreneure exceptionnelle et tu as un engagement extraordinaire, particulièrement avec l'Université de Montréal, que je veux souligner ici ce soir parce que c'est vraiment un très bel engagement comme coprésidente de L'heure est brave. C'est vraiment notre campagne de financement. Donc, merci de l'invitation. Puis, j'espère qu'on va avoir du plaisir, que ça ne sera pas trop sérieux. Non, ayons du plaisir. D'ailleurs, on va commencer avec une question qui devrait nous faire sourire. Parce qu'à chaque fois que je te vois, Louise, tu as un grand sourire. Tu affiches un grand sourire. Puis ma question pour toi, c'est est-ce que c'est naturel ou si c'est une posture... Mais non, c'est complètement pas naturel. artificiel. Non, ou c'est une posture de leader que tu as développée au fil des ans, consciemment ou inconsciemment. Je ne sais pas comment tu qualifierais ça parce que tu as vraiment un sourire éclatant. Ben écoute, moi, je pense que ça fait partie de moi. C'est moi. Dans la vie, je pense que j'ai un naturel de joyeux. Je vois toujours le verre à moitié plein. Je suis une enthousiaste née. Et je pense que autant que je puisse me souvenir même de mon adolescence et même de mon enfance, on va en parler peut-être dans des camps de vacances et tout ça, ça fait partie de moi, ça, d'être comme ça. Donc, c'est pas forcé, c'est ma personnalité. Mon premier et seul camp de vacances s'appelait Bout-en-Train. Alors, je comprends ce que tu veux dire. T'es née en 1947 à Québec. Et fait très particulier, tu es une fille unique. Tu es fille unique. Et à cette époque-là, tout le monde avait de nombreux frères et sœurs. Comment tu as vécu avec ça? Ben, moi, je suis née, effectivement, j'ai été fille unique. Mes parents venaient de grosses familles, comme c'était le cas à cette période-là. Et il y avait beaucoup d'années de différence, à l'époque en tout cas. Aujourd'hui, peut-être qu'on retrouve ça un peu plus, entre mon père et ma mère. Mon père s'est marié avec 40 ans. Ma mère, après ma naissance, a dû avoir une hystérectomie, donc ça s'est arrêté là. Et je vais te dire, moi, j'ai toujours cherché vraiment à être entourée de gens, avoir des amis, avoir cette espèce de capacité de fédérer autour parce que il y avait pas la famille de frères et sœurs. Et mes parents ont été assez intelligents pour comprendre ça. Et même si j'étais une enfant unique, m'ont envoyée dans des camps de vacances, ont fait en sorte que je suis devenue une enfant qui était très à l'aise en groupe et pas renfermée, quoi. Donc, mais c'était le cas. Donc, les camps de vacances, ça fait 2 fois que tu en parles. Oui, j'en parle. C'était très important. Ça a été très important. Peux-tu me dire ce que ça t'a apporté? Ben, écoute, pour une enfant qui, à 9 ans, s'en va dans un camp de vacances dans le Maine, seule, pour apprendre l'anglais, disons que tu es obligé un peu de te débrouiller. Hein? Et puis, j'ai réalisé que j'ai été dans des camps de vacances pour apprendre l'anglais, puis ensuite, je suis devenue monitrice. Et j'ai fait ça jusqu'à l'âge de 16 ans, à chaque été. Et je suis devenue rapidement responsable d'une équipe, d'un groupe. Et je pense que j'ai construit mon leadership vraiment très jeune, dans des occasions comme celle-là.
Et j'ai été dans des camps de vacances aux États-Unis. Puis ensuite, j'ai travaillé au camp des enfants infirmes près de Joliette pendant plusieurs années, l'été, jusqu'à l'âge de 19 ans où là, c'était terminé. Puis j'ai travaillé à l'Expo, puis tout ça. Ça, je pourrais en reparler parce que ça aussi, ça a été important pour moi. Mais je pense que ça a été des occasions, je dirais, le sport d'équipe, prendre des responsabilités déjà dans un jeune âge, ça a dû me former à quelque part pour le futur. Puis, y a-tu des moments, tu te souviens, dans cette période-là où tu t'es rendu compte, hey, je suis une leader? Tu mets pas des mots comme ça quand Non, probablement pas, quand mais j'ai quelque chose. Quand tu as 15-16 ans, mais j'ai senti que j'avais un ascendant, que j'étais capable de mobiliser des gens, puis en anglais, c'était pas évident. Et oui, je peux dire que j'ai senti qu'on me faisait confiance, puis qu'on me donnait des responsabilités. Donc, à quelque part, j'avais déjà en moi, et j'allais dans un collège à l'époque, je suis devenue présidente de mon collège, tout ça. Donc, c'est quelque chose qui est devenu comme naturel, de prendre des responsabilités, de faire des projets, de fédérer des gens. Wow. Ouais. Ce qui est naturel pour toi aussi, c'est de nous devancer. Tu nous devances toujours, puis là, je réalise que tu me devances aussi pour mes questions. Parce qu'à 20 ans, tu vas être hôtesse au pavillon de la jeunesse à l'Expo 67. Puis il y a d'autres gens. Il y a une autre brave qui a été hôtesse à l'Expo 67. C'est Monique Simard. Ben oui, on était ensemble dans le même pavillon de la jeunesse. Et j'ai souvent entendu, j'ai rencontré des anciennes hôtesses du pavillon de la jeunesse. Et paraît-il, c'est une expérience là, qu'on a manquée, là, nous autres. Là. Et il paraît que c'était extraordinaire. Alors, c'est quoi le souvenir que tu as de cette expérience-là? Mais là, on pourra passer la soirée là-dessus. Non. Mais écoute, d'abord, premièrement, on le sait pour celles qui ont vécu ça, l'Expo était une ouverture extraordinaire sur le monde, sur l'international, sur d'autres cultures. Et le pavillon de la jeunesse, c'était un lieu complètement déjanté où tous les artistes, alors Raoul Duguay, Dubois, tous ces gens-là faisaient leur début. Raoul Duguay, qui s'est pété complètement, extraordinaire poète. Puis on était là, nous, les petites hôtesses, à faire en sorte que les gens apprécient ça, mais on nous faisait confiance. Moi, j'ai dirigé des conversations avec Gilles Goujon sur la guerre au Vietnam dans un agora public où les gens venaient s'asseoir et on animait des débats sur tous les mouvements qui se passaient à cette période-là. T'avais 19-20 ans. J'avais 19-20 ans. On m'envoie faire le tour du Québec pour faire des émissions à la télé, pour vendre le pavillon de la jeunesse, inviter les gens à venir. Ah ouais, prends l'autobus, puis va-t'en à Trois-Rivières, à Chicoutimi, parler de... T'es toute seule, t'as jamais fait ça de ta vie, puis tu fais des entrevues, puis t'expliques ce que c'est. Donc, c'est sûr que ça a contribué à donner la confiance, d'avoir des gens qui te font confiance, puis qui te donnent des responsabilités, tu sais. Tout un départ. Tu vas choisir d'étudier la sociologie à l'Université de Montréal. Pourquoi la sociologie? J'étais passionnée par... D'abord, j'avais lu les livres de Guy Rocher avant d'arriver en sociologie. Je voulais absolument y aller. Et je me rappelle, j'étais pas très forte en statistiques. J'avais vu un orienteur et puis il m'avait dit, écoutez, oubliez ça, là, vous ne serez jamais accepté. Là, j'avais pris des cours d'été pour être sûre que je puisse rentrer. Tu sais, j'étais très motivée parce que pour moi, j'étais, je pense, attirée par le changement social. Qu'est-ce qui fait que nos sociétés se transforment? Et ça tombait bien parce que j'arrive en sociologie, c'est septembre 68, on occupe le bureau du recteur. On est dans la transformation, enfin, dans l'idée d'une transformation sociale. Et j'étais très intéressée par tous les enjeux de lutte des classes, de transformation de notre société, le rôle de l'État. Je sais pas, j'avais vraiment un intérêt
très sérieux, ce qui m'a amené à continuer finalement dans le domaine après avoir eu mon bac à l'Université de Montréal. Mais je ne devance pas ta question pour le reste. T'étais-tu marxiste? Je l'étais, c'est sûr, à l'époque. Écoute, on l'était tous. On va faire la une avec ça. On l'était tous. Bien sûr, c'est toute la période. C'est une conscience sociale très importante, conscience des inégalités, tout ça. Mais tout ça, c'était très théorique parce que quand tu as 20 ans, tu es dans l'idéologie et puis t'es dans le radicalisme à quelque part. Et je me rappelle d'un événement où des jeunes libéraux étaient venus à la Faculté des sciences sociales pour distribuer leurs petits pamphlets, etc. Puis là, les étudiants les avaient pris, puis les avaient jetés dehors. Il n'y a pas de place pour les jeunes libéraux ici, là, tu sais, en sciences sociales, on est de gauche. Et ça m'avait marqué, je me suis dit, tu sais, on est dogmatique à quelque part. Et quand je suis arrivée aux États-Unis pour... Oui. Absolument, tu peux y aller. Pour te prévenir que ta question. Quand je suis arrivée aux États-Unis, et c'est ça qui aujourd'hui, et c'est triste pour moi, c'est pas les États-Unis qu'on vit aujourd'hui, évidemment. Je suis allée à Madison, Wisconsin. J'étais mariée à l'époque avec un sociologue qui, lui, avait été accepté, je pense, à Johns Hopkins, puis moi, j'avais été acceptée à Berkeley, puis les deux, on avait été acceptés à Madison, donc on est allés tous les deux à Madison. Et puis... faire des études doctorales en... Maîtrise. Moi, ma maîtrise. OK. Et puis après, poursuivre, faire la scolarité de doctorat. Et là, ce qui m'avait frappé, évidemment, je suis arrivée en 71 aux États-Unis. Madison est un campus très mobilisé, très militant pour les droits civiques, évidemment, contre la guerre au Vietnam, pour les droits, pour féministes, je veux dire, c'était toute cette montée du féminisme, c'était... et là, t'arrives là, petite Québécoise, là, j'avais pas été mis en contact quand même avec toute cette panoplie d'influences. Et puis, où tu vois un immense campus, 70 000 étudiants à l'époque, où chacun vend un peu ses petites tables, vend un peu sa salade de toutes sortes de mouvements, dans la tolérance. Et là, je me suis dit, dis donc, on a quelque chose à apprendre, là, à l'époque. Hein? Évidemment, ça fait 50 ans, là, pratiquement 45 ans comme il faut. Donc, ça m'a impacté. Et là, j'ai rencontré, évidemment, des étudiants du monde entier qui viennent étudier. Donc, quelle ouverture sur le monde de partir de ton université qui est assez homogène. L'Université de Montréal était très homogène à l'époque. En sociaux, on était 30 qui avaient été admises au bac, dont 27 filles, probablement, à l'époque, et 3 garçons. C'était sur les notes. Fait que là, c'était encore un peu de notre réalité. On en reparlera parce que c'est un problème important. Mais donc là, c'est un milieu très multiculturel, très de débats, beaucoup de débats et des profs exceptionnels qui te font réfléchir pour être capable de te poser des bonnes questions. Donc pour moi, ça a été un bain intellectuel très important. J'ai beaucoup appris. J'ai appris de gens qui étaient très respectueux et qui comprenaient que je venais d'un milieu qui était différent, parce qu'on était tous des gens qui venaient de milieux différents. Et ça m'a construite, ça beaucoup dans mes valeurs, dans ma façon de voir le monde et aussi dans la compétitivité, parce que t'as beau être la meilleure dans ton village, t'arrives dans des grandes organisations ou universités comme ça, c'est une grande concurrence. Donc, il faut travailler. Et j'ai beaucoup travaillé pendant cette période-là. J'ai rien fait ça, je dirais, pendant au moins 5 ans, la période où j'ai été là, pratiquement 4 ans. Mais tu n'as pas terminé ton doctorat? Non, j'ai fait ma scolarité, toutes les études, les grands examens et tout ça. Et puis, je suis revenue à Montréal. Là, je me suis séparée, j'ai dû commencer à travailler. Et puis, c'est resté comme pendant plusieurs années. Aïe, il faudrait que je le fasse, il faudrait que je le termine, il faut boucler cette boucle-là. J'étais pas bien avec ça, de pas la... Puis à un moment donné, la vie t'emporte, tu travailles, t'es motivé, tu fais des choses intéressantes. Surtout un doctorat honoris causa, puis là, tu te dis, bon, ben là, il y a autre chose que ça, puis c'est pas grave, puis au fond, la vie continue, donc...
Est-ce que ça a été dur de rentrer au Québec après toute cette effervescence intellectuelle et militante? Mais c'est un point intéressant que tu soulèves parce que j'avais rencontré des femmes fantastiques pendant que j'étais là. Je faisais partie de ce qu'ils appelaient les conscious raising groups. Là. Tu sais, il y avait des femmes qui se réunissaient puis qui se posaient des questions sur toutes sortes de choses. Puis quand je suis revenue à Montréal, je me sentais assez seule. Je me suis dit, où est-ce que je vais m'insérer? En fait, oui, j'avais trouvé ça difficile. J'avais essayé de former, de faire un peu la même chose. Et là, le Rassemblement des citoyens de Montréal, le RCM, on a célébré les 50 ans du RCM cette année, commençait comme parti politique au niveau municipal pour amener une alternative à Jean Drapeau, puis proposer des stratégies en transport, en logement et tout ça. Puis là, je me suis insérée là. Et là, j'ai retrouvé des francophones, des anglophones, des gens issus de la communauté juive. Puis j'aimais ça, cette espèce de dynamique très large avec des gens qui venaient pas du même milieu que moi. Je retrouvais un peu ce que j'avais connu. Fait que j'ai été très impliquée quand je suis revenue au Québec dans ce... Oui, ça m'a aidé, effectivement. Oui. Donc, tu t'intéresses vraiment aux questions urbaines avec le RCM, mais aussi tu vas travailler à l'Office de planification de développement du Québec sur un projet de train rapide entre l'aéroport de Mirabel. Le REM. Le Réseau Express Montréal-Mirabel. Oui, le REM. N'est-ce pas? Le REM. Oui, là, je fais les premières études d'impact socio-économique pour un REM et pour un train rapide sur le pont Champlain qui relierait Montréal à Brossard. OK. Oui, plein d'études, oui, bon, oui. Il y a 40 ans. Okay. Oui, c'est ça. Et tu vas aussi enseigner à l'Université de Montréal en sociologie urbaine. À l'école d'architecture. Oui. J'ai été chargée de cours pendant plusieurs années. J'ai adoré ça. Oui. Adoré ça parce que les étudiants m'en apprenaient plus que je trouvais que ce que je leur en apprenais. Moi, j'essayais de les faire réfléchir sur la ville. Puis eux autres, ils me parlaient de leur pratique en architecture. C'est tout un monde que je découvrais. Fait que j'ai beaucoup aimé ça. C'était un cours de service qu'un professeur qui s'appelle Louis Maheu, qui m'avait enseigné, donnait. Puis il m'avait dit, Louise, hein, c'est le temps que je quitte ça. Puis prends donc ça, toi, tu travailles, tu vas apporter une autre perspective. Donc, j'ai fait ça pendant quelques années, en même temps que mon travail, en même temps que le RCM. Donc, là, on est au début des années 80 à peu près, puis tu es en forte demande. Tu vas recevoir aussi une offre d'Hydro-Québec, mais tu vas dire non. Pourquoi? Ça, ça a été intéressant comme épisode dans ma vie parce que je vois une annonce. Ils créaient la direction environnement à l'Hydro-Québec. Fait que je postule, puis je passe en entrevue, puis ils m'offrent la job. Puis là, je me dis, est-ce que je veux vraiment rentrer à l'Hydro-Québec? Puis j'avais commencé à avoir développé une expertise en transport, sur l'urbain, tout ça. Je le sentais pas. Ils m'offrent la job, mais je sens pas mon intuition. Puis je vais revenir là-dessus parce que à un moment donné, mes intuitions m'ont beaucoup guidée. Et me disaient, tu sais, puis ils ont dit, là, ton nom est sur le bureau, puis tu passes l'examen médical. Il y a un médecin, OK, je passe l'examen médical. Et là, je me suis dit, non, c'est pas fait pour moi. Si je vais là, ils vont penser que je vais passer ma vie là. Je peux, non. Alors, je leur ai dit non. Puis j'ai accepté une offre beaucoup moins intéressante qui était au Conseil des transports de la région de Montréal pour continuer à développer beaucoup plus ce genre de contact et d'expérience. J'ai dirigé des groupes d'ingénieurs, puis on faisait des travaux, puis tout ça. Mais je l'ai jamais regretté parce qu'au fond, j'aurais pas eu, je crois... Tu sais, il y a des moments pivots là, dans nos vies où tu dis oui à un truc, tu sais que ta trajectoire va être comme ça. Tu dis non, puis bon, il y a autre chose qui se présente. Et j'aurais pas eu l'opportunité d'aller diriger la société de transport si j'avais été à l'Hydro-Québec. Ma vie aurait été très différente. Absolument. Et c'est des moments pivots. C'est des moments pivots. Absolument. Oui. Et c'est en prenant ce poste moins important qu'elle va se retrouver éventuellement à la tête de la Société de transport de Montréal à 37 ans. Découvrons quelle a été sa première réaction lorsqu'on lui a offert ce poste. J'ai dit non.
J'ai dit non. En fait, Lawrence Hannigan, qui dirigeait la Société de transport, était un homme politique qui avait été président de la communauté urbaine de Montréal. Et puis, il y avait eu des grèves très, très, très importantes. Il y avait eu des employés qui avaient pris en otage des contremaîtres, puis qui avaient fait de la prison, les employés d'entretien, ceux dont on entend parler aujourd'hui, qui, à l'époque, étaient extrêmement radicaux. Et il y a quelqu'un du conseil exécutif qui me téléphone pour me demander si je connaissais des gens pour remplacer Lawrence Hannigan. J'avais nommé quelques gars que je connaissais qui travaillaient à l'Hydro-Québec et tout ça. Puis on dit, vous? J'ai dit, non, pas moi, là. Je peux pas faire, je n'irai pas là, c'est trop compliqué et tout ça. Puis finalement, j'ai accepté de mettre mon nom dans la candidature. Et puis, ils m'ont dit, je pense que ça serait bien si c'était vous. Et puis, est-ce que vous pourriez accepter? Mais là, j'ai dit, laissez-moi le temps de réfléchir. Et on dit, ben là, il faudrait que ça passe au Conseil des ministres dans 3 jours. Ben là, j'ai dit, non, là, vous allez me donner au moins une semaine. Il faut que j'y pense. Et puis, mais avec qui parler de ça? On vient de m'offrir. Je connaissais personne. J'avais pas de réseau. J'avais pas de gens avec qui dire, hey, là, qu'est-ce que tu penses de ça? Je devrais-tu accepter? Ça va être quoi mes défis et tout ça? J'étais vraiment seule. Et bon, finalement, au bout d'une semaine, je me suis dit, OK, je vais dire oui. Quand ils vont me rappeler, je vais dire oui. Et puis, j'étais catastrophée d'avoir dit oui. Je veux dire, je me suis dit, dans quoi est-ce que je m'embarque? Ils m'ont dit, vous allez venir à Québec, on va faire la conférence de presse, on va préparer la conférence de presse, vous allez aller vous faire une photo. Je suis allée faire la photo. J'ai la photo d'une fille sur laquelle la terre vient de tomber dessus. Je veux dire, c'est une photo épouvantable. Ils m'ont dit, écoutez, on peut pas mettre ça dans un truc de presse, là, ça n'a pas d'allure. Vous allez rentrer à Montréal et puis on va trouver un photographe. Ils m'ont envoyé chez Laszlo sur la rue Sherbrooke. Et puis, je t'ai raconté l'anecdote. Oui, là, parce que dans le train, je prends le train, puis là, je m'assois à côté d'une dame, une anglophone qui rentrait à Montréal. Puis là, on commence à jaser, puis elle dit « What are you doing? » et tout ça. Fait que là, j'ai dit là, je vais vous dire ça à vous, là, c'est très confidentiel, je suis sûre que vous... Là, je m'en vais remplacer Lawrence Hannigan à la tête de la Société de transport. Puis là, elle me prend la main et elle me dit « Poor darling! » Là, je me mets à pleurer. Là, je me suis dit « Oh mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait là? » Là, j'arrive chez le photographe. Là, j'ai dit « Écoutez, là, j'ai une conférence de presse qui va être demain. J'ai jamais fait ça de ma vie. On fait ça vite. Là, faut que je me prépare et tout ça. » Là, j'étais énervée. Alors, le gars, il dit « Avez-vous mangé? » Champagne, un petit verre de champagne. Vous allez, ça va être extraordinaire. Puis là, il me calme, puis il me fait des photos jusqu'à minuit le soir. J'ai pas l'air la fille catastrophée. Là, j'ai l'air d'une femme qui va les mater. Là, Et puis, le lendemain, on fait la conférence de presse. Et puis, ça a été le début là, d'une aventure. Là. Je me disais, mais il faut être... quand t'es jeune, t'as comme une impulsion, tu sais qu'il y a comme rien qui peut te résister. Tu y vas, tu sais. Puis j'avais cette espèce de moteur-là. Et ça a été exceptionnel comme moment de ma carrière. Vraiment. C'est une organisation qui est en crise profonde, notamment avec ses travailleurs. À l'époque, justement, ce que je raconte, les relations de travail, mais on le voit, hein, c'est 40 ans après. Oui, c'est toujours difficile. C'est toujours difficile. Et moi, mon but là-dedans, j'avais vraiment une vision de développer une stratégie clientèle importante, mais j'avais conscience que on peut pas développer une stratégie de la clientèle si on n'a pas à l'interne des ressources humaines qui sont saines et qui comprennent qu'est-ce qu'on fait. Donc, on a mis pendant les premières années énormément de temps pour changer la culture de l'organisation et faire en sorte que... Puis là, aujourd'hui, ça a l'air banal de dire ça, mais il y a 40 ans, tu sais, donner la responsabilité au premier niveau de gestion pour que les gens puissent régler les problèmes sur le plancher, que ça soit pas toujours les syndicats qui règlent les problèmes. Donc, les former, leur donner des patrons qui prennent des décisions, décentraliser l'organisation pour que les gens se sentent investis, imputables. Alors, tout ça, ça a pris un certain temps. Faire entrer dans l'organisation
des femmes. On a fait le premier programme d'accès à l'égalité en emploi pour les femmes chauffeurs d'autobus en l'espace de... Ça, c'était je suis rentrée en 85. En 87, on fait rentrer 500 femmes chauffeurs. On change les critères. Ça prend plus un permis de conduire de camionneur, parce qu'on avait des camionneurs. Camionneurs, c'est pas le service à la clientèle. Il y avait des permis commerciaux. Donc, on change les critères. Ça prend un permis de conduire et ça prend de l'expérience avec le public. Tu as été vendeuse, ça a été... Peu importe, tu vas aimer le public. C'était ça qui était important. On change l'organisation pour leur donner un patron aux chauffeurs. Puis on fait rentrer les femmes, puis on fait rentrer les gens des minorités visibles. Donc, 100 chauffeurs qui prennent leur retraite, 40 de femmes, 25 de minorités visibles. Il y en avait que 11-12 à l'époque, il y a 40 ans, mais on visait 25. On s'est dit, de toute façon, notre société évolue. Il faut qu'on soit représentatif de la société qu'on dessert. Les femmes prennent beaucoup le transport en commun et les gens des minorités visibles. Donc, ça a été des grandes étapes. Et puis restaurer le climat de travail, puis signer des conventions collectives pour 10 ans, ce qui avait été vraiment là pour assurer la paix et tout ça. Mais ça a pas été un chemin de rose, là. Ça a été tough. Je suis rentrée le soir souvent épuisée à me demander où est-ce qu'on s'en sortirait. Mais je sais pas, j'avais vraiment une drive de dire on va passer au travers de ça, bien s'entourer avec des gens qui avaient mes valeurs. Et je pense que ça, c'est ce que les employés de la STM, quand ils m'ont fêté, quand je suis partie, ils ont fait des grandes banderoles, puis ils ont dit valeurs et respect. Les valeurs de respect. Tu as géré avec tes valeurs. Le respect dans l'organisation, pour moi, c'était très, très important. La rigueur et l'éthique, parce que c'est des organisations publiques. On gère des fonds publics. Je veux dire, c'est clair qu'on a des dimensions là, d'éthique très importantes à respecter. Donc, ça a été pour moi, mais quand je suis sortie de là, ça faisait presque 8 ans, j'étais épuisée parce que j'avais donné tout mon jus et j'avais beaucoup d'énergie. Quand on a entre 37 et 45 ans, je veux dire, on a beaucoup d'énergie. Et quand un chasseur de tête est venu, j'étais comme mûre pour dire, OK, là, je suis prête à faire quelque chose qui va être un peu plus tranquille. Oui. Mais j'aimerais ça qu'on vienne quand même sur la STM ou la STCUM. Là, tu nous as parlé de comment tu as fait ça. Il y a comme une méthode, mais j'aimerais ça que tu nous parles plus de la méthode Louise Roy. Toi, comme personne. Oui, bien... C'était quoi ta méthode à toi? Toi, parce que je sens que tu étais assez en contrôle. Des entreprises de 8000 employés, tu sais. Mais moi, j'ai été sur le terrain, tu sais, très rapidement. Parce que quand je suis arrivée, tu sais, si tu as la chance de promouvoir quelqu'un à l'interne, quelqu'un à l'intérieur de l'entreprise, à chaque fois que c'est possible, pour moi, c'est le choix à faire. Mais si tu arrives de l'extérieur de l'organisation, il faut que tu établisses le rapport de confiance. Et puis, il y avait des gens à l'interne. Il y avait un homme en particulier qui il avait été pressenti pour être à ma place. Évidemment, c'était compliqué. Puis il m'avait dit, quand je suis arrivée la première semaine, Madame Roy, vous en faites pas. Moi, je vais gérer l'entreprise, puis vous pourrez faire les relations publiques. Fait que j'avais dit, OK, très bien. Mais c'est pas comme ça que ça va fonctionner. Et je m'en suis séparée, évidemment, pas tout de suite, parce que j'avais besoin d'avoir quelqu'un qui connaît l'organisation. Au bout de 6 mois, j'ai demandé de quitter. Moi, pendant ce temps-là, j'ai marché le terrain. J'ai visité, je peux pas vous dire, j'ai passé du temps, toutes les usines, tous les centres de transport, les tunnels la nuit, toutes les usines d'entretien, serrer des mains, écouter les gens. Qu'est-ce qui se passe dans cette organisation-là? Qu'est-ce qui va pas? Pourquoi est-ce qu'il y a toujours des tensions? J'étais le premier président à rencontrer des employés. Tu le faisais toi-même? Je le faisais moi-même. Puis les gens voulaient m'accompagner. Au début, ils ont dit, écoutez, vous y pensez pas, ils vont être agressifs et tout ça. J'ai dit, non, ils seront pas agressifs, là. On va écouter. Je suis toute seule là-dedans. Je vais serrer des mains. Puis je vais comprendre. Et puis j'ai fait ça... presque pendant les premiers mois, je faisais que ça, pour me faire une tête. Puis, tu sais, je me dis, c'est là où ma formation, à quelque part, m'a donné cette sensibilité-là ou cette ouverture-là, me faire une tête. Qu'est-ce qui se passe ici? Pas normal que des employés d'entretien
prennent en otage des contre-honnêtes. C'est ridicule, c'est quoi ça? Et après, on a pu faire le plan, mais j'ai toujours gardé 20 % de mon temps pour faire le terrain. Assez qu'à un moment donné, les chauffeurs d'autobus m'appelaient à mon bureau. Là, je disais, mais qu'est-ce que je peux faire pour vous? Ils disaient, vous êtes la patronne? Ben oui, je suis la patronne, mais je veux dire, il y a 7 niveaux là, qui nous séparent. Il doit y en avoir trop, à mon avis. Alors, on va rabaisser ça à 3, 4, là, ça va aller mieux. Mais c'est ça. Ça a été ça, le terrain, pour moi, comprendre, écouter, dialoguer, communiquer, se faire une tête et avoir des gestionnaires qui ont la capacité de prendre des décisions au niveau de l'organisation et d'avoir au niveau, premier niveau, des gens qui vont régler les problèmes quotidiens. Mais bon, changer des organisations, hein, aujourd'hui, je sais pas, là, je voudrais pas être à la place des gestionnaires parce que c'est encore plus difficile qu'à mon époque, j'en suis convaincue. Mais c'est des tâches que tu ne fais pas ça overnight, là. Ça prend des années, surtout des organisations très complexes comme celle-là. Qu'est-ce qui manque aujourd'hui pour que ça soit si difficile? Parce que toi, tu n'as pas eu peur de t'attaquer à la culture, aux syndicats. Je ne sais pas si on dit attaquer. Monique Simard était présidente de la CSN à l'époque. Hein? Puis là, moi, il faisait des caricatures sur moi, là. Je savais plus me mettre les yeux. Alors, je l'appelle, tu sais. Puis là, je disais à ta gang de gars, là, tu sais, tu es capable d'enligner ça comme du monde? Puis elle disait, Louise, c'est des cultures très, très difficiles. Puis nous, on est, tu sais, c'est la Confédération des syndicats. Fait que c'est pas évident, changer des cultures. Tu sais, j'en parle beaucoup. J'ai eu un contact avec chacun des directeurs après moi, dans le temps, tu sais, parce que les gens m'ont consulté, puis tout ça. Puis on fait face souvent à des résurgences de friction, puis de crispation, parce que les syndicats aujourd'hui, c'est sûr qu'il y a une idéologie qui fait en sorte que si tu cèdes là, tu vas être obligé de céder partout. Et les crispations qu'on voit actuellement au niveau du syndicat de l'entretien sur la fluidité du travail et la sous-traitance sont les mêmes. Tu sais, alors, je ne sais pas comment on va casser ça, mais il y a des positions idéologiques très rigides, alors que les employés eux-mêmes sont des gens de gros bon sens. Alors, il faut travailler avec les employés. Il faut faire en sorte que les gens évoluent. C'est comme la Poste. Aujourd'hui, c'est la même chose. La Poste qui est en grève, il n'y a pas eu ces transformations-là. Notre monde change. Les employés d'entretien, qu'est-ce qu'ils vont faire quand tous les autobus vont être électriques? Il n'y a plus de moteurs à réparer. Il faut donc se préparer pour l'avenir. Il faut essayer de faire évoluer. Les syndicats ont une responsabilité dans la formation, dans la transformation aussi. Fait que c'est pas juste l'employeur. Il faut que ça soit un dialogue entre tout le monde, aujourd'hui, au Québec. Parce que là, on parle de la STM, mais il y a beaucoup d'endroits qui a des blocages comme ça. C'est pas pour rien qu'on n'est pas capable de transformer la santé, l'éducation ou un certain nombre d'éléments dans le secteur public. Fait que ce dialogue-là, on a déjà fait des grands forums qui relient tout le monde. Rappelons-nous de ces... On est peut-être mûrs pour ça parce que c'est clair qu'il va falloir changer des choses. Oui, puis je comprends aussi que l'entreprise évolue d'une certaine façon puis se ressemble au fil des ans. C'est un peu normal. Le syndicat, c'est la même chose. Mais quand arrivent des moments dans l'histoire de ces deux organisations où les êtres humains sont capables de se parler, il y a quelque chose qui se passe. Il y a du dénouement. Et puis d'avoir une lecture commune de qu'est-ce qui est avantageux pour l'un et pour l'autre. Il faut que ça soit un win-win. Tu peux pas imposer des choses. Il faut comprendre de l'intérieur qu'est-ce qui fait que aujourd'hui, tu sais, on est dans un environnement tellement d'incertitude que on dirait que l'anxiété aussi des employés à ce qu'il y a quelque chose qui change dans leur environnement est probablement plus exacerbée aussi. Alors, comment gagner la confiance, comment rassurer, comment faire en sorte que tu arrives à trouver des solutions. C'est ça le rôle actuellement, je trouve, du politique et de la société civile qui devrait être plus impliquée quand il y a des dossiers comme celui-là. Là, après 8 ans à la STCUM, à la transformer de fond en comble, tu choisis de quitter, comme tu disais, tu es vraiment fatigué.
Tu fais un saut dans le privé, dans le monde des médias, chez Télémédia. Non, je fais non? mon saut est à la Laurentienne. Ah oui, c'est vrai. Là, je suis Mais t'en as trop. En passant, on ne sera pas capable de tout couvrir. Hein? Non, mais là, Il y en a je vraiment beaucoup. vais faire ça vite. Oui, là. je Je me fais un souviens, saut à la la Laurentienne. Je suis recrutée par j'arrive là. C'est Claude Castonguay qui est le président du conseil. C'est déjà un gros morceau. Mais 1 an et demi après, on est acheté par Desjardins et on a tous mis dehors. OK, parfait. Alors là, j'arrive chez Télémédia. J'arrive chez Télémédia, mais on ne va pas en parler parce qu'on va en reparler tantôt. Ouais. J'arrive chez t'en as Télémédia. trop. J'arrive chez Télémédia. Oui, vas-y. Comme présidente des hebdos, de la radio et des magazines au Québec. Et 4 mois plus tard, du moment où j'arrive là, je suis appelée par Air France C'est ça. pour aller diriger la division Amérique depuis Paris, toutes les opérations aériennes et commerciales d'Air France en Amérique du Nord et du Sud. Fait que là, je vais voir les de Gaspé-Beaubien, puis je leur dis, écoutez, c'est comme quelque chose, je peux pas dire non, là. Ils ont été d'une élégance, cette famille Ben oui. extraordinaire. Ils ont dit, Louise, à ton âge, on ferait la même chose. Vas-y. Mais tu vas être sur notre conseil d'administration, puis tu vas rester attaché à nous. Et parce que de toute façon, tu vas venir à Montréal, exactement. Donc, pendant presque 4 ans que j'ai été à Air France, j'ai continué d'être sur le conseil de Télémédia. Et puis là, je suis arrivée à un moment où Air France était en crise. Il y avait les employés avaient occupé le tarmac. Tous les avions étaient arrêtés. Et puis le président d'Air France, à ce moment-là, Christian Blanc, avait été le président de la Régie des transports parisiens, la RATP. Puis la RATP et la STM ont eu un accord technologique. Donc, j'ai connu à peu près tous les présidents de la RATP pendant les années où j'ai été là. Puis lui, quand il est arrivé à la tête d'Air France, il a dit, pour transformer l'organisation, ça me prend des étrangers. Puis il a engagé 3 étrangers, dont moi, pour diriger ce qui était à l'époque le centre long courrier le plus important d'Air France. Et ça a été toute une aventure de travailler dans un environnement culturel extrêmement différent. Tu avais beaucoup de pouvoir, tu peux changer des destinations. Mais dis-moi, tu as vécu à Paris? J'ai vécu dans les avions, on va dire. Tu as vécu dans les avions, donc pas trop à Paris. Mais je suis curieuse de savoir quel code tu as ajouté à ton arc chez Air France? Moi, d'abord, je suis arrivée avec ma méthode un peu d'être la personne qui va sur le terrain. Puis, comme il y avait des problèmes de relations de travail très importants, là, j'allais le matin très tôt à Roissy pour accueillir les équipages qui rentraient de l'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud. Ça rentre le matin très tôt pour rencontrer les gens, pour savoir bonjour, est-ce que vous avez fait un bon vol? Mais eux autres, ils sont là, ils veulent s'en aller chez eux. Fait que c'est pas. Alors, j'exigeais de tous les membres de mon équipe qu'ils fassent la même chose. Fait que là, ils ont trouvé ça un peu weird, mais j'aurais dit, on le fait, puis ils vont savoir qu'on est préoccupés. Puis là, j'ai instauré des cafés 1 fois par mois pour expliquer à tous ces gens qui rentraient d'arrêter 15 minutes. On va vous dire où est-ce que la compagnie en est. Vous pouvez répondre à toutes les questions que vous voulez. Il n'y a pas de tabou ici. Puis là, ils ont dit, Louise, tu t'offres pas, là, 1 fois par mois, là. Ils n'ont pas dit, tu t'offres pas. Non, ça ne va pas durer. Et là, je le faisais à chaque mois. Puis là, les syndicats sont venus à venir. Et puis, trouvaient ça intéressant, poser des questions. Pas de filtre, on répond. Si on ne connaît pas les réponses, on fait pas du blabla, on dit qu'est-ce qu'il y en est. Et puis, ma foi, le centre aérien des Amériques n'a pas fait la grève. Parce que les employés savaient qu'est-ce qu'il en était. Et là, j'ai vu que, tu sais, c'est simple. Explique aux gens. Ben oui. Explique aux gens pourquoi tu poses des gestes. Ça me fait rire parce que tu m'as dit il y a quelques semaines, je serais pas pertinente aujourd'hui, je serais pas utile dans les organisations aujourd'hui, je serais dépassée. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Moi, la méthode Louise Roy, je la prendrais dans bien des organisations aujourd'hui. Je veux juste que tu saches, chère Louise. Éviter une grève. En France, faut le faire. La méthode Louise Roy a encore eu son effet. Aller à la rencontre des gens sur le terrain, les écouter, comprendre ce qui ne va pas, communiquer, et tout cela avec beaucoup de doigté. Cette méthode, la méthode Louise Roy, mérite d'être brevetée. Là, tu vas revenir à Montréal parce que
là, Air France ne sera pas privatisée. Ben, c'est ça. Christian Blanc démissionne, tout ça. Donc, et les de Gaspé-Beaubien, ça a bien tombé, me demandent si je reviendrais pour diriger l'organisation pour faire la transition entre eux et leurs enfants. Fait que, OK, je rentre à Montréal, puis je dirige Télémédia. Je fais revenir les enfants dans l'organisation, les enfants qui ont 30 ans et plus. Et puis, les enfants, au bout de 3 ans, décident de vendre l'entreprise. Et puis, chacun de se séparer un peu le fruit de la radio et les magazines. Et ils ont fait ils ont fait une très bonne décision. Probablement que ça aurait été, avec toutes les transformations technologiques et des magazines publiés, tout ça serait disparu. Donc, ça s'est bien passé pour eux. Mais moi, je me cherche encore du travail. Mais tu n'auras pas de misère à en trouver. Et Pierre Jagneau, à l'époque, qui dirige l'IATA, est venu me chercher. Et j'ai eu le bonheur de travailler avec... on a ici Diane, qui est ici, qui a travaillé avec moi à l'IATA, qui est venue me chercher. Et puis, j'ai accompagné Pierre Jagneau pendant toute la période où il a été là. On a vécu le 11 septembre ensemble. Comment ça s'est passé? Ça a été très, très dur pour l'organisation puis pour l'ensemble du milieu aérien. Mais de toute crise comme ça est sortie des opportunités de transformation exceptionnelles sur le plan de la sécurité, etc. Mais c'est sûr que là, c'était au cœur de l'industrie et lui a été un leader formidable pour aider l'industrie à traverser ça. Et quand Pierre a été remplacé par... lui avait fini son mandat de secrétaire, a été remplacé par quelqu'un d'autre qui avait une autre vision. Et puis moi, à ce moment-là, j'ai décidé de quitter. Là, je pense que les voyages, là, j'en avais... Mais j'ai oublié de te demander, quand est-ce que tu as arrêté d'être marxiste? Quelle année? Oh, écoute. Je pense que quand je suis arrivée aux États-Unis, je vais juste ouvrir Ils m'ont demandé, est-ce que vous avez déjà lu Marx dans le texte? J'ai dit non. Nous, on lisait les égéries, tu sais. Ils ont dit, tu sais, lisez donc ça, puis après ça, vous reviendrez. Non, mais tu sais, c'était comme... Non, mais tu sais, j'ai été soumise à tellement d'autres, je dirais, influences intellectuelles. Mais quand même, je veux dire, quand je suis revenue, je travaillais pour le RCM, j'étais une militante, donc je suis restée quand même avec des valeurs plus... Mais d'ailleurs, tu as une carrière d'affaires, académique, de recherche, très culturelle aussi. C'est vraiment multifacette. Je te dirais qu'après, moi, depuis disons, 20 ans, grosso modo, ou 18-20 ans, j'approchais de la soixantaine. Je suis allée me chercher une qualification de l'Institut des administrateurs. Puis je me suis dit, je vais faire plus dans la gouvernance. Je commençais à être sollicitée pour siéger sur des conseils. Alors, j'ai commencé à siéger sur des conseils, entre autres d'une compagnie exceptionnelle qui est Intact, avec Charles Brindamour, qui est aujourd'hui, mais qui n'était pas là à l'époque. J'ai été là pendant 13 ans. J'ai été une dizaine d'années sur le conseil de Power. J'ai été, après ça, sur différents conseils, mais surtout en culture. Mm-hmm. Le CCA, l'Orchestre symphonique. Mm-hmm. J'ai présidé le Conseil des arts de Montréal. Puis, je siégeais au conseil de l'université. Puis, j'ai été 20 ans au conseil de l'université, dont 10 comme présidente du conseil et chancelière. Puis j'ai eu la chance très rapidement d'être invitée par Cyrano à donner un séminaire et à réunir tous les vice-présidents ressources humaines des grandes entreprises pour essayer de réfléchir avec eux. Ça, c'était déjà ça fait 18 ans pratiquement de ça. Réfléchir avec eux sur les talents et comment on va faire avec le fait que les gens vont prendre leur retraite pour être capables de passer le savoir. Et ça a été vraiment intéressant. Puis ça devait durer, on se voyait une fois par mois, ça devait durer 1 an, ça a duré 8 ans. Les gens, la mayonnaise a pris entre tous ces gens-là. Ils se sont passés les meilleures pratiques. Et ça a évolué, au fond, dans une espèce de lieu de mise en commun des meilleures pratiques pour être capable de faire face aux transformations. Alors ça rentrait dans mes cordes, là, beaucoup, d'animer ce genre de séminaire-là. Donc, oui, j'ai envie de t'entendre sur cette
période-là d'administratrice de société. Oui. Tu en as fait beaucoup, tu les as nommés, mais il y en a d'autres. Hein? Il y avait Vidéotron, je pense, Oui, Vidéotron, ADM, Domtar, Provigo, il y en a, oui, ADM, oui. Puis il y en a eu beaucoup dans le secteur culturel, Oui. l'opéra, Oui, on en a je suis parlé. toujours sur le conseil de l'opéra. Oui, puis tu es toujours sur le conseil du concours musical international de Montréal. Que je préside. Je veux Que tu saluer présides. ici ma directrice générale. Absolument. La directrice Mais en fait, c'est tes 2 derniers conseils. Mais cela dit, tes 2 derniers ou tes 2 actuels conseils, Oui, mais oui. j'aimerais ça t'entendre sur cette période-là. Comment quand tu regardes la période administratrice de société, Oui. c'est quoi ton souvenir, moi, tes je meilleurs dirais moments, que, tes tu leçons? sais, moi, j'ai été invitée, j'ai eu beaucoup de chance d'être invitée dans des conseils de grande qualité. J'ai beaucoup appris. On apprend des autres. Hein? J'ai beaucoup appris de mes pairs. Au début, de l'observation, c'est sûr, de gens plus, je dirais, plus expérimentés. Mon tout premier conseil, c'était à la Banque Laurentienne. J'étais à la STCEM à l'époque. Et là, il y avait eu un article dans les journaux à l'effet que quelqu'un qui vient du secteur public ne devrait pas siéger sur un conseil de banque. Et j'ai eu Pierre Desmarais, qui était le président de la communauté urbaine de Montréal à l'époque, qui était un homme d'affaires, qui avait répondu à cette personne-là en disant, au contraire, il faut que des gens comme ça puissent apprendre comment fonctionnent les logiques différentes. Et moi, je pense que ce qui a fait vraiment ma force, c'est d'avoir été en mesure de franchir des milieux différents. Le secteur public a sa logique, le secteur privé aussi. Mais si ces milieux-là ne se rencontrent pas, il y a des manques. Parce que si les industries comprennent pas de quoi est fabriquée notre société et ce qui se passe là, ils vont rater tous les enjeux d'acceptabilité sociale, etc. Puis avant que le terme vienne, au fond, à la mode. Puis du côté du secteur public, la culture au Québec en particulier, puis même le monde universitaire, je veux dire, doit comprendre ça parce qu'au fond, le financement, le mécénat, la façon d'aborder, d'intéresser le secteur privé à siéger sur des conseils d'organismes publics, ça fait partie du dialogue aussi, de l'apprentissage que les gens doivent avoir. Donc, moi, ce que j'ai apporté dans ces conseils-là, bon, d'abord, mon expérience de gestion, parce que j'avais été à l'international, j'ai géré des environnements complexes. Je sais c'est quoi être de l'autre côté de la table et gérer. Mais je me suis surtout, je dirais, intéressée à la gestion des talents et à la relève. Beaucoup comme contribution. Je suis pas CPA, je veux dire, les gens qui le sont. T'étais pas sur le comité d'audit? Je ne suis pas sur le comité d'audit. J'ai toujours été sur les comités de gouvernance et ressources humaines. Puis, c'est là où ma valeur ajoutée était, puis de faire remarquer à des présidents de conseil que si ton bras droit est pas ton VP ressources humaines, à quelque part, tu comprendras pas de quoi est fabriquée ton organisation. Tu feras pas en sorte que tu as la relève le monitoring de la relève. Le fait qu'aujourd'hui, tous les programmes de diversité et d'inclusion font partie des valeurs des organisations. Il faut que ça parte de la tête, ça. Et on n'aurait jamais fait ce qu'on a fait à la Société de transport sur les programmes d'accès à l'égalité en emploi si ça partait pas de la tête. Il y aurait eu trop d'obstacles, c'est trop compliqué, on ne l'aurait jamais fait. Ouais. Donc, moi, ça a été ça, ma contribution, je dirais beaucoup, mon intérêt. Les organismes culturels, évidemment, les grands organismes culturels, c'est beaucoup, évidemment, on est toujours un peu dans les dimensions de philanthropie. Mais moi, j'ai vécu une expérience extraordinaire à l'Université de Montréal. J'ai présidé un conseil pendant 10 ans, formé de gens de la société civile, d'étudiants, de professeurs, d'employés, qui ont tous un agenda différent. Et faire comprendre à tous ces gens-là que non, c'est une responsabilité fiduciaire commune, puis que oui, comme professeur, vous avez des sensibilités, il faut vous écouter, parce que si on fait un programme ou si on lance une initiative, puis qu'on ne sait pas les sensibilités, on va se casser la gueule. Mais ça, pour moi, ça a été vraiment, sur le plan de l'expérience, de gouvernance, vraiment une belle expérience, avec une bonne relation avec le recteur, pour être capable de l'appuyer. On est là pour l'appuyer.
pour l'appuyer dans ses projets, poser des bonnes questions. J'ai vécu des expériences avec certains membres de conseils d'administration. Je trouvais que ça allait pas assez vite. C'est quoi ça? On en a parlé il y a 6 mois, puis c'est pas fait. Là. C'est quoi ça? Ben là, il y a des consultations. C'est un processus. C'est plus complexe. On peut pas décider ça. On n'est pas dans un conseil d'administration privé. Il faut comprendre cette logique-là. Une autre vitesse. Alors, mais ça a été super intéressant. Et le Conseil des arts aussi, même chose. Des artistes, des gens du milieu des affaires, une diversité de gens. Ceux et celles qui sont étourdis par le CV de Louise, vous avez accès à une étude de cas qui a été faite à UHEC, quand même. Une étude de cas, pas sur une entreprise, mais sur un individu. Louise Roy. Donc, c'est 38 pages, mais c'est fascinant. Donc, toutes les choses dont on n'a pas parlé, vous allez pouvoir creuser ça. Là, actuellement, là, moi, je suis un peu tourmentée, Louise, quand je pense que tu tournes la page à un gros chapitre de ta vie. Je comprends qu'il te reste 2 conseils, mais c'est gros, là. Tu viens de quitter Ah oui, la semaine Cyrano. dernière, c'était une semaine de grosses émotions pour moi, là, de quitter Cyrano après 22 ans, là, non 13 à la présidence du conseil, mais j'aurais comme pu rester là éternellement, là, mais je me dis non. Mais avec pertinence aussi, que tu aurais pu durer. Mais il faut savoir à un moment donné, tu sais, c'est dur, mais il faut savoir faire cette transition-là. On a tous des transitions à faire à un moment donné, tu sais. Je suis émotive là-dessus encore. Bien, je te comprends. Oui. Mais moi, je suis émotive aussi, je te le dis, de devoir quitter cette fonction-là qui te colle à la peau, un peu comme chancelière. Ben là, écoute, c'est sûr, parce qu'autour de la table, encore là, tu sais, toutes les universités sont là, le gouvernement fédéral, provincial, municipal et une quinzaine de grandes entreprises, tu sais, à fédérer, à faire en sorte qu'ils vont tous appuyer, tu sais, c'est un centre de recherche en politique publique extrêmement pertinent sur tous les enjeux, santé, habitation, fiscalité, intelligence artificielle, avec une PDG extrêmement dynamique, Nathalie de Marsalis, tout le monde la connaît, elle fait le rayonnement de Cyrano. Donc, pour moi, ça a été une expérience très riche et puis c'est surtout des PhD brillants, là, tu sais, fait que des jeunes et tout ça, fait que tu te maintiens vraiment en vie, là, à travers un milieu comme celui-là, à t'intéresser à ça. Maintenant, je suis fellow invité honoraire, je pourrais participer à toutes les conférences que je veux. Mais c'est sûr que là, c'est un deuil, puis bon, c'est correct. Puis je me dis, à l'âge que j'ai, je vais prendre un petit break peut-être, là, mais quelques minutes, et je verrai bien. Ah, la porte est ouverte. Ben oui, la porte est ouverte, mais pas. Tu sais, je fais du mentorat. Je me dis, c'est le genre de trucs auxquels je peux contribuer. Mais moi, j'aime ça, les équipes. J'aime ça. J'aime ça être au concours, tu sais, parce qu'il y a une belle équipe, puis il y a des choses à faire. Tu venais travailler chez Casacom? On a vraiment une belle équipe, Louise. On adorerait ça. Y a-t-il une pièce manquante dans ta carrière, dans ta vie? Ah, ben, écoute, oui, parce que je pense que j'aurais dû faire un MBA. Je me serais donné plus de cordes à mon arc, mais je me suis débrouillée sans, mais je pense que ça, j'aurais pu faire ça, oui. C'est un gros regret? Non, non, mais tu me dis c'est une pièce manquante. Comment t'envisages les prochaines années? Ben, écoute, d'abord la santé, hein, parce que je veux dire ça, c'est quand même important, la santé. Alors, je me dis, j'envisage des années où je me maintiens en forme, où je continue mon implication. Je peux pas penser tellement ma vie sans être impliquée à quelque part. Et puis, mais avoir plus de temps pour les amis, pour faire des fêtes, recevoir, faire de la bouffe, avoir, tu sais, quelque chose de très convivial. Moi, j'aime ça. Donc, mais j'ai pas de gros plans de carrière. Je suis épatée.
Épatée. Vraiment, vraiment. Puis l'autre chose, c'est qu'avec toutes tes contributions, t'es invité d'honneur tout le temps, sur toutes les listes. Fait que on va te voir. Oui, mais tu sais, je veux dire quand même quelque chose, c'est... Il faut être très humble devant ça, parce que j'ai eu beaucoup de chance. Je fais partie d'une génération à qui on a toujours offert des emplois. Et je pense que ça, il faut le noter. T'sais. Aujourd'hui, quand tu as 25-30 ans, là, pas mal plus difficile. Et j'ai eu beaucoup de chance. J'ai fait ma chance. J'ai pris des risques. Je suis sortie de ma zone de confort à chaque fois pour aller dans une autre industrie, pour apprendre. J'ai une curiosité insatiable. Donc, j'ai appris, écoute, dans ma vie, c'est extraordinaire, toutes les industries où j'ai été confrontée, en me disant, qu'est-ce que je peux apporter moi-même, mes valeurs, mon leadership, ma façon de faire. Mais, tu sais, aujourd'hui, je te dirais que je regarde notre monde aller. Honnêtement, c'est pour ça que je t'ai dit, je me demande si je suis encore pertinente. Je trouve que les défis auxquels sont confrontées les jeunes femmes qui travaillent aujourd'hui sont beaucoup plus complexes, plus difficiles à cause des médias sociaux. Tu sais, le courage que ça prend pour être un élu aujourd'hui ou occuper une fonction publique, je veux dire, c'est incroyable. Alors, moi, je pense que oui, j'ai eu beaucoup d'honneur, j'ai été très chanceuse, mais je pense qu'il faut accepter que la situation aujourd'hui demande encore plus de courage. Merci, Louise. On va passer au questionnaire brave. Ah oui, d'accord. Que fais-tu chaque jour pour te donner du courage? Je me lève le matin, puis honnêtement, je veux dire, moi, je suis de bonne humeur quand je me lève le matin, puis même s'il y a eu des difficultés, même si j'ai vécu toutes sortes de situations, j'ai toujours eu le goût, l'appétit d'aller travailler puis de faire ce que j'avais à faire. Et c'est quoi être brave pour toi? Écoute, c'est sûr que dans mon cas, ça a été de prendre des risques à chaque fois puis de sortir de ma zone de confort. Mais je réfléchissais à ta question pour penser à des gens courageux et braves aujourd'hui. Puis tu sais, être un immigrant aujourd'hui, là, c'est extraordinaire, le courage que ça prend de laisser ton pays puis de recommencer tout à neuf. Là. Ça, c'est vraiment des gens courageux et braves. Tu sais. Se lever le matin pour aller travailler quand tu as une job, ben, des fois, c'est sûr, là, t'aimes pas ça, t'as le trafic ou je sais pas quoi, t'as le patron que t'aimes pas ou whatever. Mais t'as un but, t'as quelque chose à faire. Mais moi, je trouve qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui sont très courageux, qui sont très braves, dont on n'entend jamais parler. Et qu'est-ce que tu te dis pour t'encourager? On continue. J'ai pas de ça là. Donc qu'est-ce que je me dis pour m'encourager? Ben là, on y va, c'est tout. Puis à quel moment de ta vie t'as pas été brave? Oui, tu m'as posé cette question-là, puis je t'ai dit quelque chose de très personnel, mais je pense que ça vaut la peine quand même que je le partage. Moi, il y a 11 ans, j'ai eu un cancer très fulgurant et très sérieux. Et j'ai pris ça comme étant... bon, on va passer au travers. On y va, là. On passe au travers. On fait tout ce qu'il faut, la chimio, tout le kit. Mais je n'en ai pas parlé à personne. J'ai comme pas voulu que ça se sache. J'ai gardé ça pour moi. Pourquoi? Parce que je me suis dit, le regard des gens sur toi change quand les gens savent que tu es atteinte. Et c'était une erreur. Et j'ai pas été brave. J'aurais dû... Puis je voyais l'article de Marie-Claude Lortie en fin de semaine qui disait, bon, tu sais, voilà, c'est ça que je vis. Puis là, bien évidemment, quand quelqu'un comme ça dit ça, tout le monde autour, tu sais, ça fait d'air, les gens s'identifient et tout ça. Et, tu sais, je me rappelle, je présidais le conseil de l'université, tu sais, avec ma perruque et tout ça. Puis là, c'était évident que tout le monde le savait, tu sais, mais personne n'en parlait. Fait que ça créait comme une gêne à quelque part. Puis là, je me suis dit, tu
Ça, c'est quelque chose que j'ai manqué. J'ai pas été assez brave, tu sais, pour le dire. Aujourd'hui, tout va bien, puis bon, c'est correct, mais quand j'y repense, ça, c'est un élément que je voulais te mentionner. Quelle personne incarne le mieux le courage, à ton avis? Ben, je vais te dire ce dont je viens de parler. Moi, je pense que, tu sais, les gens qui traversent des vraies épreuves, on en voit tous les jours, là, qui passent au travers, que ce soit des immigrants ou des gens qui sont atteints de maladies. Pour moi, ça prend, parce que tu es seul devant des événements comme ça. Et je trouve que la bienveillance aujourd'hui est quelque chose de très, très important dans notre société parce que il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui incarnent le courage pour moi et qui ont peut-être besoin justement de bienveillance et de sollicitude et de compassion. Alors, c'est ça que j'ai à dire là-dessus parce que je pense qu'on est dans une période où ça prend du courage pour beaucoup de gens à faire des choses très simples peut-être dans le quotidien, qui sont pas des choses spectaculaires, ils viendront jamais ici, là, mais qui sont très courageux. Et finalement, qu'as-tu envie de dire aux jeunes pour les encourager? Bien, tu sais, je me dis, d'abord, pour les encourager, je pense qu'aujourd'hui, il faut que les gens essayent de suivre leur passion. Mais c'est pas toujours évident de trouver un travail qui correspond à ta passion. Mais je pense que ça prend ça comme moteur. Tu peux bien faire un travail que tu n'aimes pas pendant longtemps, mais tu y seras pas. Alors, suivre sa passion, suivre ses intuitions, je pense que ça, c'est très important, qui te font faire parfois des choix qui sont beaucoup plus en ligne avec ce avec quoi tu es d'accord. Et travailler, il n'y a pas grand-chose qu'on obtient sans qu'on travaille. Et puis aujourd'hui, je le vois parmi une certaine génération de gens des jeunes qui pensent que les choses arrivent comme ça arrive, là, tu sais. Non, ça arrive pas comme ça. Oui, mais toi, tu es là. Oui, mais je suis là. Mais je veux dire, ça a pris un certain temps avant d'être là. Donc, il faut, je pense, encourager les jeunes à travailler, à suivre leur passion, à suivre leurs intuitions. Je pense que c'est ça que je leur dirais. Louise, merci infiniment pour ton temps, ton partage, ton expérience, ta sagesse. C'est tellement riche ce que tu as partagé avec nous ce soir. Merci beaucoup. Merci à toi, Marie-Josée. Merci de ta confiance. Puis merci à tous les gens qui sont ici. Merci. Je viens de passer une heure super agréable avec une idole et je repars avec des solutions. Des solutions pour mieux décider, pour mieux écouter, pour mieux transformer. Et Louise Roy, c'est ce genre de femme qui m'a donné, en tout cas à moi, une envie de mieux diriger et de mieux fédérer. Et je me demande, vous, chers braves, que retenez-vous? Merci d'avoir été là, encore une fois, et à la prochaine. Brave, la série d'entretiens avec des femmes qui ont du cran, est une idée originale de Marie-Josée Gagnon. Rejoignez-nous sur notre site web à braveinspiration.com, de même que sur les médias sociaux. Si vous avez aimé ce balado, osez le partager. Merci de nous écouter.